Bonjour à tous. Alors, on démarre la troisième vidéo de ce chapitre 4 sur les conducteurs en équilibre et c'est la dernière partie. Et on va parler de la pression électrostatique. Alors pour ça, on va calculer les forces qui s'exercent sur les charges électriques qui sont réparties sur la surface d'un conducteur en équilibre. Nous savons que les charges se répartissent sur la surface d'un conducteur en équilibre. La densité volumique est nulle. Bon, on va considérer une charge élémentaire TQ centrée en un point P et qui est donc portée par une surface infinitésimale ds, comme vous voyez sur la figure. Bien, cette charge va être soumise à une force électrique, force élémentaire dF, qui va être égale, si je considère que cette charge est ponctuelle, qui va être égale à dQ fois E. dQ c'est sigma ds, donc ce sera sigma ds fois E. Mais alors, c'est quoi ce E qui va intervenir? Ici, on l'appelle E1 de P. On a bien mis un indice 1, vous allez comprendre pourquoi. E1 de P. Pour cela, je vous demande de réfléchir à la question de quand vous avez une charge ponctuelle Q qui est placée en un endroit où le champ qui est dû à l'extérieur, à autre chose, vaut E, eh bien on dit que cette charge ponctuelle subit la force F égale Q fois E. E est donc le champ créé par toutes les charges qui existent, sauf par Q. Ici, ça va être la même chose. Donc E1, ce E1 de P, c'est le champ électrique créé par toutes les charges, en l'espèce, c'est toutes les charges du conducteur, sauf les charges dQ qui est égal à sigma ds. Et il va falloir dire combien vaut cette force. On va essayer de la calculer. Voilà, E1P, c'est donc le champ créé par toutes les charges autres que sigma ds. Alors, pour évaluer ce champ, on va considérer un point M qui est situé à l'extérieur du conducteur et qui est infiniment voisin de P. On va dire que le champ qui existe au point M, c'est la résultante, il est créé, si vous voulez, d'une part par la charge sigma ds, d'autre part par toutes les charges qui ne sont pas sigma ds. C'est une évidence. Bon, la charge qui est créée, le champ qui est créé par sigma ds, on l'appelle E indice ds, et l'autre, celui qui est créé donc par les charges qui ne sont pas sigma ds, on l'appelle E1, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, ça sera E1 de M, c'est pas E1 de P. Mais E1 de M et E1 de P, en fait, c'est le même, puisque ces charges sont, puisque ces points sont infiniment voisins. D'accord? Et il n'y a pas de discontinuité entre les deux, puisqu'il n'y a pas de surface chargée entre les deux. Donc les points M et P sont infiniment voisins, et le champ créé par toutes ces charges, autres que sigma ds, eh bien, ces champs sont les mêmes. Voilà, donc on va pouvoir écrire que le champ en M, donc on ne met pas de M, c'est E égale E1 plus EDS. Sous-entendu, tout ça c'est en M. Hein. E égale E1 plus EDS. Bon, on va commencer par évaluer EDS. Et pour ça, on fait un petit rappel. La surface élémentaire, bon, j'imagine que c'est un disque, hein, c'est élémentaire, donc je peux très bien considérer comme un disque. Or, le champ créé par un disque chargé en un point de l'axe, ça vous l'avez peut-être déjà calculé soit en TD, soit je ne me rappelle plus, on l'a peut-être vu dans une vidéo précédente. Mais en tout cas, je vous rappelle que si le point M, si la distance PM, on la note Z, c'est-à-dire l'axe PM, on l'appelle Z, eh bien, ce champ s'écrit, hop là, c'est déjà parti, bon, ça a une certaine expression, et lorsque Z tend vers 0, c'est-à-dire très proche du centre,
eh bien, il va rester sigma sur 2 epsilon 0 porté par EZ. Ça, c'est le champ créé par EDS. Par sigma ds, pardon. Voilà. Maintenant, l'autre E1 de M, ben, c'est ce qu'on cherche, E de M, on ne sait pas. Par contre, E de M, on le connaît. Ben, d'après le théorème de Gauss, E de M, c'est sigma sur epsilon 0 porté par le vecteur unitaire N. Exactement. Ce champ-là est créé par l'ensemble des charges, aussi bien sigma ds que ce qui n'est pas sigma ds. Hein, toute la charge du conducteur, ça c'est ce qu'on avait vu, c'est le théorème de Coulomb, eh bien toutes ces charges en un point infiniment voisin de la surface, eh bien le champ c'est sigma sur epsilon 0. Bien, ce qui fait qu'on peut écrire, vous le voyez, sigma sur epsilon 0 n égale E1 de M plus ES, c'est-à-dire sigma sur 2 epsilon 0 n, on en déduit E1 de M. C'est sigma sur 2 epsilon 0 n. Très bien, ici j'ouvre une parenthèse pour dire, je sais que parmi vous il y en a qui sont étonnés, ils disent que le champ qui est là, ici, le champ que E indice ds, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et tout ce qui n'est pas sigma ds crée une charge qui est un champ qui est aussi sigma sur 2 epsilon 0. Allons donc. Une petite charge élémentaire dq crée un champ sigma sur 2 epsilon 0 et tout le reste crée la même chose. Comment ça se fait? Ben oui, c'est tout à fait vrai, c'est ce que le calcul vient de nous donner. Ben c'est vrai parce qu'on peut dire que ces champs-là, c'est les champs au point M. Alors le point M est infiniment voisin de la charge dq. Et or, le champ il est en 1 sur r au carré. Donc si r tend vers 0, le champ devient très grand. Si r est très petit, le champ est très grand. Et toutes les autres charges sont à distance finie. Donc ça se compense. Et en fait, ça donne la même valeur. Sigma sur 2 epsilon 0. Donc, voilà, bon, là peut-être on était un peu vite, df égale à ça. Rappelez-vous, df au point P, c'était sigma ds, la charge, sigma ds, fois E, E1 de P. E1 de P, c'est la même chose que E1 de M, sigma sur 2 epsilon 0, porté par N. Et donc, si vous multipliez ça par sigma ds, vous allez obtenir sigma au carré ds sur 2 epsilon 0 porté par n. C'est ce qui est écrit ici. Sigma au carré sur 2 epsilon 0 ds. Donc, les charges sur la surface sont soumises à des forces normales, c'est-à-dire perpendiculaires à la surface, et sont dirigées vers l'extérieur, quel que soit sigma. Que sigma soit positive ou négative, de toute façon, ces forces sont dirigées vers l'extérieur. Alors, ça rappelle exactement ce qui se passe en mécanique lorsqu'on a ce qu'on appelle une pression, lorsqu'on a des forces de pression. Et donc, la force de pression, par définition, c'est la force par unité de surface. Ici, si vous divisez df par ds, hein, vous prenez le module df divisé par ds, vous trouvez sigma au carré sur 2 epsilon 0. Ce qu'on appelle la pression électrostatique, qui est une notion que parmi vous, ceux qui lisent les romans de science-fiction, ont déjà probablement rencontré cette notion, parce que plusieurs fois, enfin moi j'ai vu plusieurs fois dans les romans de science-fiction, il y a des auteurs qui font l'analogie avec les bateaux. Vous savez, un bateau sur la mer, un bateau à voile sur la mer, pour avancer, bon, il sort ses voiles, les voiles en tissu, et le vent exerce une force sur la pression, et sur la voile, et la force par unité de surface, c'est donc la pression, et ça fait avancer le bateau, qu'on appelle aussi navire, hein, ça fait avancer le navire. Eh bien, les auteurs de science-fiction ont imaginé des engins qui se baladent dans l'espace, qu'on appelle d'ailleurs des navires intergalactiques, si vous voulez. Et pour les faire avancer, on a imaginé qu'ils portent des voiles, pas des voiles en tissu, mais des voiles métalliques, qui va permettre
l'existence de cette pression, parce que dans l'espace existe un champ électrique, enfin il y a un rayonnement électromagnétique, donc en particulier un champ électrique, et donc il y a une pression électrostatique qui va faire avancer ce navire. Voilà, déjà ça termine cette petite vidéo qui était sur la pression, et la prochaine fois on parlera des condensateurs. Au revoir.